Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestions consacrée à la gestion de l'endettement public en Europe à la suite du Covid. Nous sommes ravis d'accueillir notre chercheur Andreas Eisel, spécialiste des politiques macroéconomiques et budgétaires, des questions de dette publique et des politiques d'investissement en Europe. Il décryptera pour nous les enjeux nouveaux de l'endettement en Europe avant d'explorer les stratégies qui aideront les États membres à mieux sortir de la crise de la Covid-19 que de la précédente crise économique. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Un temps sera consacré aux questions dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Sans plus attendre, je cède la parole à Andreas pour sa présentation qui s'annonce très riche. Merci beaucoup pour cette introduction et merci d'être avec nous pour cette Euroquestion. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien aborder des questions, ou trois questions. Donc d'abord, de parler un peu de l'endettement public en Europe, comment ça se démontre face à la crise Covid, parler de la soutenabilité ou des risques à la soutenabilité de cette dette publique et finalement aussi donner des éléments sur une éventuelle réforme des règles budgétaires. Pour faire un peu un panorama de la situation actuelle, avec la crise Covid et les mesures prises par les acteurs politiques, on a vu l'année dernière quand même une augmentation très forte de la dette publique en Europe, qui s'annonce entre 10 et jusqu'à 25% du PIB pour la plupart des États membres. On a aussi, via le plan de relance européen, avec un endettement commun au niveau européen, un autre outil de l'endettement pour faire face à cette crise extraordinaire. Et déjà avant la crise, en fait, on a une forte divergence de l'endettement public entre les États membres. C'est quelque chose qui, avec la crise Covid et les mesures prises par certains États membres, a encore vu une augmentation. Spécialement les pays du Sud étaient encore touchés très fortement, déjà avec un taux d'endettement assez important avant la crise. Et donc, si on regarde ici simplement cette carte, on voit bien une divergence en termes d'endettement. Donc, voilà, le couleur le plus foncé, ça veut dire un endettement public plus grand. Donc, on voit bien un endettement public plus fort dans le sud de l'Europe que dans le nord de l'Europe. Et on pourrait dire aussi plus dans l'ouest de l'Europe que dans l'est de l'Europe, avec des exceptions. Et si vous regardez quelques chiffres ici des économies le plus importantes en Europe, on voit bien que spécialement l'Italie et l'Espagne étaient touchées très fortement et ont dû prendre des mesures très fortement sur le plan budgétaire, avec une augmentation de l'endettement de presque 25% du PIB. Si vous regardez la France, aussi presque 18%, et l'Allemagne avec une augmentation aussi de presque 12%. Et si on regarde pour la zone euro, on a une augmentation de l'endettement de 16% entre 2019 et 2020. Et dans l'ensemble de l'Union européenne de presque 15%. C'est quelque chose, si on regarde les prévisions de la Commission européenne, qui va, dans les prochaines années, probablement être à peu près stable. Ça dépend aussi, par contre, beaucoup de l'évolution encore de la crise Covid et la reprise économique qui vient avec. Si on parle aussi déjà un peu de règles budgétaires, en 2020, maintenant, on a un endettement au-dessus de 60% dans un très grand nombre des États membres. Et avec 2020, donc dans 13 de 19 pays de la zone euro, sauf le Pays-Bas, qui est aussi très proche, qui va exactement arriver à 60%. C'est plutôt des très petits pays dans la zone euro qui sont encore en dessous, mais sinon, on a des pays qui dépassent, comme je montre dans les chiffres, très largement les 60% qui sont donnés par les critères de Maastricht. Au même moment qu'on voit cette augmentation très forte de l'endettement public, on a des taux d'intérêt sur la dette publique à un niveau bas historique. Donc, ils ont déjà baissé assez fortement pendant les dernières années, sont actuellement à des niveaux très bas, même pour des maturités très longues. Et même si on voit une petite augmentation dans les dernières semaines, je pense qu'on reste encore sur un niveau qui est très, très, très bas, voilà, dans les termes historiques. Et ça, c'est aussi traduit dans une baisse du coût du service de la dette depuis quelques années dans quasiment tous les États membres, même si on a vu une augmentation de l'endettement public. Et pour moi, le coût du service de la dette est quand même un des signes plus clairs si la dette d'un État membre est soutenable, si on regarde l'évolution de ce coût pendant le temps. Si on regarde ici
des données pour l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne depuis les années 90, on voit bien quand même une diminution de taux d'intérêt sur la dette publique assez importante. Vous voyez bien les divergences entre les États membres qui se sont fait spécialement dans la dernière crise économique et budgétaire entre 2009 et 2012. Et vous voyez bien qu'il y a une continuation de divergences entre les États membres, mais généralement, il y a quand même une tendance d'une baisse, même pour des économies pour l'Italie et voilà, l'Espagne. Face à ces deux mouvements, d'une certaine façon, vu à une augmentation très, très fortement de l'endettement public, mais aussi des taux d'intérêt très bas à un même moment, alors l'endettement public sera-t-il soutenable dans l'Union européenne? De mon point de vue, il n'y a pas de risque immédiat pour la soutenabilité de la dette publique. Je pense que c'est quelque chose d'important, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques qui sont associés à un endettement public important, parce que voilà, ce niveau élevé de dette augmente quand même la vulnérabilité des États membres, spécialement qui ont voilà, un taux d'endettement très, très fort pour de futures crises, et avoir un peu plus de marge de manœuvre est généralement quand même une bonne chose. Sur la question, si on ne va pas voir une remontée forte de taux d'intérêt, je pense que c'est quand même assez peu probable à ce moment. C'est lié d'un côté à des facteurs assez structurels, mais même si on verrait une augmentation de taux d'intérêt dans les prochains mois ou années, ça se traduirait que graduellement dans une augmentation du coût du service de la dette. Si on réfléchit que si une certaine dette revient à son maturité et doit être remplacée, il y a peut-être 5, 6, 7, 10 ans, le taux d'intérêt était quand même beaucoup plus haut que maintenant. Et donc, si on voit une augmentation, il faudrait revenir sur ce niveau d'avant, avant que cette augmentation se traduirait dans une augmentation du coût du service de la dette. Donc, je pense qu'il n'y a pas un risque très immédiat que une augmentation même de taux d'intérêt pour se traduire dans un coût beaucoup plus fort dans le service de la dette. Et que pour répondre rapidement à une discussion qui a lieu en France depuis quelques semaines, de mon point de vue, une annulation de la dette publique ne porte pas du tout de bénéfice de ce que je peux voir. Par contre, ça crée plutôt des incertitudes politiques et économiques. Et donc, vu la situation actuelle sur les marchés et comment maintenant on gère la réponse à la crise, je pense que ce n'est pas du tout une réponse qui va son moment. C'est vraiment annuler une partie de dette ou de faire faillite sur une partie de sa dette. Ça doit toujours être une ultima ratio et ne peut pas être maintenant présenté déjà comme une solution quand il n'y a pas un problème fortement là. Je pense qu'un élément qui est très important pour regarder ça c'est des données de la Banque centrale européenne sur en fait le coût du service de la dette, c'est la ligne continue. Et on voit bien que même avec cette augmentation de l'endettement public très important, c'est les lignes pointillées, on voit bien que le coût du service de la dette reste très stable, ou est même encore en train de baisser, même avec cette augmentation très forte de l'endettement public, en fait. Et ça démontre assez bien, en fait, qu'on n'a pas du tout un risque immédiat de soutenabilité. Avec ça, maintenant, on s'ajoute avec toute cette question de gérer la crise. Il y a des principaux, il y a des autres défis économiques qui s'ajoutent encore, je pense que pour discuter quoi en faire avec l'endettement public. Même avant cette crise, on a un problème de croissance économique qui était faible et aussi très divergente entre les États membres. On a bien vu que c'est difficile de réduire la dette héréditée du passé. Par exemple, dans l'Italie, quand la croissance est très basse, donc même avec des soldes primaires en surplus, l'Italie n'arrivait pas du tout en fait de se débarrasser de son niveau d'endettement. Et aussi, on a un problème de demande en Europe. On a vu de taux d'investissement public très bas dans les dernières années. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit traiter vraiment. Et plus largement, on a une crise climatique qui demande de l'action publique forte. Et donc, je pense qu'ignorer le problème entraînera à l'avenir de conséquences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus lourdes sur le budget aussi. Et donc, c'est des sujets qu'on doit traiter quand on parle de l'endettement. Et donc, si on prend tout ça ensemble, je pense qu'il y a quelques premiers messages clés qu'on peut porter. Donc, je pense que c'est très important de maintenant utiliser cette opportunité de taux d'intérêt bas pour
une forte politique, une forte réponse politique budgétaire anticyclique. Il faut vraiment éviter, comme c'est déjà dit dans les discours aussi, les erreurs du passé, avec une consolidation budgétaire prématurée. Je pense que c'est dans cette crise très important et je pense qu'il y a le marge de manœuvre pour le faire. Et aussi, la Banque centrale européenne, les derniers mois, aussi a dit de plus en plus clair aux acteurs politiques que, voilà, avec une politique budgétaire active, il faut soutenir la politique monétaire qui est un peu au bout de ces opportunités, ces possibilités d'agir. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très important. Bien sûr, cette forte augmentation de l'endettement doit lieu à une bonne utilisation de la dette publique pour cette réaction anticyclique. Il faut investir massivement pour augmenter le potentiel de croissance qui était vraiment bas les dernières années et qui pourrait être vraiment la stratégie préférable pour sortir aussi d'un endettement très fort au long terme. Parce qu'avec avec une croissance plus forte, on rend aussi la dette beaucoup plus soutenable sur les longs termes. Il faut s'attaquer, je pense qu'utiliser cette opportunité qui pose aussi cette crise avec force à la crise climatique, donc investir massivement spécialement dans le vert, en gros. Et je pense qu'il y a une autre chose qui est importante maintenant, si on est en train d'investir massivement aussi via le plan de relance, c'est de soutenir ces investissements avec des réformes complémentaires en fait, qui soutiennent la direction que ces investissements prennent. Et un point final, je pense qui est très important, que un endettement doit aussi être coordonné entre les pays d'Europe. Avec le plan de relance, on a déjà vu une certaine solidarité entre les États membres. Je pense que spécialement dans cette crise qui est très important, mais qui sera aussi important à l'avenir, pour avoir un bon fonctionnement de la zone euro. Il y a des États membres qui ont plus d'espace budgétaire qui, dans les prochaines années aussi, devraient l'utiliser, donc spécialement l'Allemagne qui fait quand même 30% du PIB de la zone euro, pourrait quand même avoir un effet très fortement sur la demande plus généralement en Europe et soutenir, en fait, rendre la dette plus soutenable aussi dans les autres pays qui ont peut-être moins de marge de manœuvre pour agir que l'Allemagne, par exemple. Lié à ça et toute cette question d'une éventuelle réforme des règles budgétaires qui se pose depuis quelques années maintenant, que pour parler un peu du status quo, il y avait une réforme déjà prévue avant la crise Covid, parce qu'il y avait plusieurs raisons pour ça. Le cadre budgétaire existant était considéré trop complexe, trop restrictif aussi, spécialement si on parle des investissements, avait finalement été très, très procyclique, même si la logique derrière était de rendre les règles moins procycliques. Et aussi, le cadre budgétaire existant est assez difficile à mettre en œuvre par les ministères des Finances. À ça s'ajoute en fait la crise Covid qui rend ces règles encore moins appropriées. Et je pense qu'une des raisons principales est simplement parce que les limites actuelles ne sont plus crédibles donc, dans ce contexte de l'endettement qu'on voit maintenant. Et déjà, quelques règles avant n'étaient pas du tout applicables, comme la règle de réduction de l'endettement au-dessus de 60%, qui était simplement macroéconomiquement, qui n'avait pas du sens macroéconomiquement aussi. Et donc qui porte aussi beaucoup plus cette question. Et des limites fixées comme les 60%, qui étaient fixées liées à une moyenne en fait, de l'endettement à l'époque, qui n'était pas fondée sur une théorie économique beaucoup plus poussée que ça. On voit bien ce limite dans la situation actuelle. Il y a deux options de réforme qui dominent le débat actuel. Il y a une option plus modérée qui était déjà, je pense que sur la table avant la crise Covid, et c'est en gros de passer, c'est une solution plutôt au niveau technique, très économiste, qui veut passer du déficit structurel à des règles de dépenses avec un ancrage de dette dite soutenable. Et maintenant, avec des propositions d'Olivier Blanchard et des autres, Stiglitz, etc., il y a une option plus radicale sur la table qui mettrait plutôt des standards en place à la place des règles, en fait. Et donc, dans les prochains mois, on va voir comment ce débat va évoluer. En tout cas, je pense qu'on peut aussi porter quelques messages clés ici, de mon point de vue. Comme vous savez, les règles budgétaires au niveau européen sont suspendues pour l'instant et vont probablement être suspendues jusqu'en fin 2022. Je pense que c'est très important, vraiment, selon la situation économique, de ne pas introduire
réintroduire les règles budgétaires de façon prématurée, donc vraiment laisser la place budgétaire pour vraiment répondre à cette crise et pour une relance forte, en fait. Et je pense que c'est très important de vraiment réformer les règles budgétaires avant de réintroduire les anciennes règles. Je pense que ça crée aussi un énorme problème de crédibilité si on repasse aux anciennes règles pour 1 ou 2 ans et après on repasse à un nouveau système. Je pense que c'est beaucoup mieux que de donner un peu plus de place pour commencer avec un nouveau système qui est beaucoup plus adapté. Il y a beaucoup d'avantages et des inconvénients selon la solution proposée, mais je pense qu'il y a quelques éléments qui doivent faire partie de la discussion. Et donc, je pense que c'est très important de réfléchir maintenant simplement sur les objectifs. On a un contexte économique qui est différent que dans les années 90. On a une situation budgétaire différente. On a des enjeux différents qu'il y a 30 ans. Et donc, je pense qu'on doit tous apprendre ensemble. On a une zone euro qui est différente qu'il y a 20 ans. Et je pense que ce qui est très important pour une réforme des règles budgétaires est qu'il y a d'assurer une coordination budgétaire et monétaire en Europe, que ce type de règles doit amener à beaucoup plus faire ça. Ça faciliterait aussi le travail de la Banque centrale européenne. Il faudrait réfléchir comment on peut laisser la place pour l'investissement public, et spécialement sur l'investissement vert, je pense qu'il y a vraiment une importance pour les prochaines années. Et simplement développer, mettre en place des règles qui sont moins procycliques et qui sont plus faciles à gérer que les règles actuelles. Et il faut, dernier point, pas oublier quelque chose que moi je trouve très important. Il faut vraiment prendre en compte en fait qu'on n'a pas que ce cadre budgétaire européen. Je pense que dans les pays comme la France, on voit le cadre national aussi simplement comme une traduction, comme une transposition du cadre budgétaire européen. Mais on a des pays comme l'Allemagne, mais aussi les autres pays, en fait, qui ont des règles budgétaires nationales en place et qui sont considérées comme des règles budgétaires nationales qu'ils ajoutent au niveau européen. Et en fait, si on veut bien penser à une cohérence de politique budgétaire en Europe, on ne peut pas simplement dire qu'on reforme le système européen de règles budgétaires, mais si des règles très restrictives, par exemple en Allemagne, restent en place, en fait, on ne peut pas achever certains objectifs ou buts qu'on avait avec cette réforme. Et donc, je pense qu'il y a aussi, c'est très important de mener ces discussions aussi dans tous les États membres, qu'il y ait une réflexion commune, comment on peut assurer que aussi ces règles nationales sont après cohérentes avec ces nouveaux objectifs ou avec ces nouveaux modèles qu'on se donne au niveau européen, qu'il y ait une cohérence dans la politique budgétaire dans son ensemble. Et avec ça, j'aimerais bien finir ma présentation et je veux bien prendre vos questions et essayer de bien répondre à ces questions. Merci beaucoup, Andreas. Alors, en effet, on a déjà reçu quelques questions. Donc, une première qui avait déjà été traitée, qui a été traitée dans la présentation, c'était: que pensez-vous du risque de hausse du taux d'intérêt à la suite de ce qui se passe avec le plan de relance américain? Et peut-être que j'ajoute une question également là-dessus, suite à l'actualité américaine. Avec une réponse budgétaire forte, quel risque d'inflation? Merci déjà pour ces questions. Donc, comme vous s'était dit dans la première question, on voit bien qu'aux États-Unis, on voit une augmentation de taux d'intérêt depuis déjà septembre 2020, en fait, et on voit bien quand même une augmentation de presque 1% déjà. Et ça a aussi je pense qu'il y a un lien avec les mesures qui étaient proposées et avec cette discussion sur la possibilité d'une inflation parce que la réponse budgétaire est quand même très forte aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, on voit maintenant, on a vu depuis quelques semaines aussi une légère augmentation de taux d'intérêt. Je pense qu'on ne voit pas exactement le même phénomène et je pense qu'à mon avis, c'est un phénomène plus transitoire. Bien sûr, il faudra l'observer, mais comme je dis déjà avant, je pense que il n'y a pas trop de risques aussi pour la soutenabilité de la dette, au moins sur le moyen terme, avec une augmentation de taux d'intérêt en Europe. Et je pense que si on regarde les mesures annoncées, on ne peut pas non plus s'attendre à une réponse budgétaire si forte comme aux États-Unis en Europe. Moi, je dirais quand même, comme c'était aussi dit par quelques acteurs européens, je pense que c'est la bonne approche. Il faudrait plutôt faire trop que de ne pas faire assez. Donc,
prendre quand même ce risque que, par exemple, une forte réponse budgétaire pourrait peut-être augmenter un peu l'inflation. Je pense que c'est préférable que répéter encore une réponse beaucoup trop faible par rapport à la taille de la crise qu'on a fait la dernière fois. Et il faut quand même se dire que depuis 10 ans, on en parle que les mesures qui sont mises en place vont amener à une augmentation de l'inflation. Mais quand même, chaque fois quand on voit les prévisions et finalement le taux d'inflation réel, on est largement en dessous de ce qui est attendu. Et donc, à mon avis, il ne faut pas trop réfléchir déjà à des risques d'inflation, déjà maintenant qu'on est chaque fois en train être en dessous des expectations et de ce qui était attendu, et plutôt mener une politique budgétaire forte et après réagir selon c'est quoi les résultats. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins des risques déjà en Europe de ça, vu comment les politiques sont menées. Et je pense que c'est aussi d'une certaine façon un peu un risque qu'on doit prendre à la place de encore être trop timide et vraiment faire comme on a fait avant. Je pense que vu la crise climatique et des autres mesures à prendre, c'est une mauvaise approche. Merci. Alors, la question suivante est posée deux fois par deux auditeurs différents. C'était donc une question plutôt sur une précision. Quels sont les facteurs structurels qui expliquent le bas niveau des taux d'intérêt de la dette publique? Il y a plusieurs. Je pense qu'un élément qui, spécialement dans le monde avancé, est le changement démographique. Il y a beaucoup d'acteurs économiques qui quand même qu'en parlent, euh, qui en ont fait aussi sur le taux d'épargne. Et plus largement, on voit simplement qu'on a une surplus de l'épargne par rapport à l'investissement qui sont utilisés. C'est aussi une des raisons pour laquelle les taux d'intérêt sur l'endettement public sont tellement bas, parce on est prêt de donner de l'argent pour, en gros, payer en dessus, à la place de trouver des autres investissements, parce qu'il n'y a vraiment pas, les acteurs privés n'ont pas non plus beaucoup d'options d'investissement. Et je pense que c'est spécialement dans cette situation-là aussi que il y a presque une attente par les acteurs privés que l'État s'endettent et en fait investissent et créent des opportunités de l'investissement, et qui portent aussi des mesures et qui créent des opportunités aussi pour les acteurs privés. Et je pense que comme c'était dit par Isabelle Schnabel de la BCE récemment, en fait, dans la situation actuelle, on n'a sûrement pas trop un risque que l'investissement public aurait un effet de crowd out sur l'investissement privé, mais surtout un effet de crowd in. Et donc, je pense que dans cette situation qu'on voit, et c'est que ça a du sens que l'État investisse en fait fortement et qui donne un peu aussi la direction, spécialement par rapport aux mesures au changement climatique, et qui aide aussi aux investisseurs privés de décider c'est quoi, où il faut investir dans les prochaines années, en fait, c'est quoi le bon chemin d'investissement, en fait. Merci. Alors, pour continuer également, une autre demande de précision. Sur la réforme des règles budgétaires européennes, pouvez-vous préciser la différence entre règles de dépenses avec ancrage de dette soutenable et l'option radicale des standards? OK. Déjà, si on parle de status quo, on a un système très complexe. Vous voyez bien, il y a les règles de Maastricht de 3% sur le déficit nominel, il y a les 60% sur l'endettement du PIB. Après, la règle qui est appliquée le plus, qui vient aussi de Fiscal Compact, c'est le déficit structurel de 0,5% qui est censé être la règle centrale pour mener le politique publiques, les politiques budgétaires. Après, il y a aussi une règle de dépenses déjà existante, et c'est une règle de réduction de la dette au-dessus de 60%. Ce qui est prévu, si on veut passer à une règle de dépenses, c'est simplement de se dire une règle de dépenses serait beaucoup plus stable qu'une règle sur les déficits structurels pour décider en trajet d'augmentation de dépenses dans les années à venir, et serait beaucoup plus facile à gérer pour les acteurs, parce que selon l'évolution de l'économie, en fait, le déficit structurel, l'output gap qui est lié à ça, peut changer très radicalement, et donc souvent les acteurs politiques au ministère des Finances
à un moment, on dit, OK, vous devrez consolider. 6 mois après, ils disent, en fait, vous avez encore eu une marge de manœuvre assez large. Et donc, ça rend la planification de finances publiques assez difficile. Finalement, ce ne serait pas si différent en fait du déficit structurel parce que on parlerait encore en fait de la croissance potentielle de l'économie qui serait derrière ce concept, mais en gros, on lisse ça dans un trajet de 10 ans. Mais avec cet ancrage de dette, on aimerait bien remplacer le 60% du ratio PIB de l'endettement et de réfléchir à un élément qui est simplement, c'est quoi un trajet sur le long terme de l'endettement soutenable. Et en fait, les règles de dépenses, et donc l'augmentation des dépenses chaque année, serait liée beaucoup plus spécifiquement à chaque pays en termes de soutenabilité de son endettement. Donc, on pourrait avoir une différenciation entre les États beaucoup plus forte qu'on a pour l'instant. Ça apporte certains avantages, mais aussi certains inconvénients. Donc, il y a un risque que ça redevienne une discussion très politique très rapidement. C'est spécialement lié au fait que c'est très difficile de vraiment calculer à quel point une dette est soutenable sur le long terme. Et donc, si on va aller vers cette direction de réforme, je pense que les acteurs européens et aussi beaucoup d'économistes en fait préfèrent ce type de réforme pour l'instant, qui était déjà un peu un consensus avant la crise. Je pense qu'un très fort débat va se mener après sur c'est quoi une dette soutenable en fait. Et je pense qu'il y a des réponses très différentes entre des acteurs. Et donc, je pense que là, une bonne définition d'un endettement soutenable est la clé pour que ce type de règle marche. En tout cas, ça simplifierait beaucoup en fait les règles budgétaires. Donc, ce sera une avancée, je pense, majeure. Mais finalement, il y a aussi de risques très forts liés à ça. Si on veut prendre une réforme beaucoup plus radicale, donc par exemple proposée par Olivier Blanchard, ce serait de dire de passer de règles à des standards. Maintenant, on a des règles en fait très numériques en disant, voilà, vous pouvez vous endetter jusqu'à 60%, vous pouvez avoir un déficit structurel de 0,5% par année, mais ce serait de passer plutôt à des standards, ça se dirait que voilà, vous devrez mener une politique budgétaire prudente, vous devez faire attention de ne pas vous endetter trop, d'avoir aussi un trajet de l'endettement soutenable. Finalement, ce ne serait pas si différent, mais ce serait beaucoup plus qualitatif et il y a une évaluation beaucoup plus qualitative à quel moment une politique budgétaire est soutenable ou pas. Je pense qu'on aura un rôle plus important pour les marchés dans ce système, il y a des marchés qui contrôlent en fait qui les États membres sont en train de faire de choix politiques budgétaires qui sont soutenables sur les moyen et long terme ou pas. Mais ce serait plutôt l'approche et on passerait beaucoup plus à l'expertise en termes d'évaluation un peu plus qualitative. C'est quoi qui est une bonne politique budgétaire à la place de maintenant avoir de règles beaucoup plus fixes, peut-être plus simples, mais des fois aussi, comme on dit souvent, un peu plus bêtes d'une certaine façon pour gérer les finances publiques. Et donc, je pense que c'est les grands enjeux maintenant. Je pense que si on veut parler politiquement, c'est quoi les opportunités? Passer de règles à des standards, je pense que pour un pays comme l'Allemagne, va être très, très, très compliqué, qui ont eu un débat très long de façon nationale sur son propre cadre budgétaire national. Je pense que ça va être très, très difficile, peut-être voire impossible en fait de faire une réforme si profonde. C'est bien on mène cette discussion parce que il y a quand même beaucoup de problèmes avec les règles budgétaires aussi, qui mènent souvent aussi à des mauvais choix politiques. Et donc, c'est bien que cette discussion est faite. Je pense que dans les termes politiquement possibles, on va quand même plutôt aller vers ce type de réforme, vers de règles de dépenses. Mais je pense que là aussi, c'est très important. Donc, voilà, comme j'ai dit, définir c'est quoi une dette soutenable ou pas et comment aussi réfléchir quel type de dépenses, par exemple, serait exclu ou pas. Donc, si par exemple, il y a certains investissements qui seraient exclus, c'est aussi un débat très compliqué, spécialement avec l'Allemagne. Et aussi, quel type de dépenses qui sont peut-être cycliques seraient exclues ou pas. Parce que ça existe déjà dans certaines règles des dépenses nationales que certaines dépenses qui sont très cycliques, comme par exemple sur les marchés du travail, sont exclues de ce type de règles. Mais ça va être le débat dans le mois à venir. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question est aussi une approche qui fait débat et tu en as parlé. Un auditeur nous demande, vous écartez très rapidement la question de l'annulation de la dette, pourtant portée par des économistes de renom. Pouvez-vous approfondir vos objections à cette idée?
Si on parle maintenant de l'annulation de la dette publique, je pense que l'approche qui est portée le plus, c'est quand même sur l'annulation d'une partie de la dette qui est tenue par la Banque centrale européenne. Et si j'ai bien compris cette approche, l'idée derrière est quand même, et c'était encore dans une présentation hier que j'ai vue que c'était proposé, c'était spécialement lié au fait que on aimerait bien annuler une partie de l'endettement public et à la place émettre le même montant de la dette pour faire un projet d'investissement massif, spécialement vers le projet vert et tout ça. À mon avis, en fait, et on aimerait bien garder constant le niveau de l'endettement public. Euh, Là, on est déjà dans la conversation depuis quelques mois qu'en réalité, par exemple, les critères du niveau d'endettement qui est encore soutenable ou pas, ce n'est pas si facile. Les 60% de l'endettement public ne veulent rien dire finalement, donc ça n'a pas du tout démontré que les États font faillite s'ils ont un endettement public au-dessus de 60%. Et donc, le message principal est quand même que comme ça, si on annule une partie de l'endettement auprès de la Banque centrale européenne, on peut en gros investir beaucoup plus sans avoir un niveau d'endettement par rapport au PIB plus haut. À mon avis, en fait, ça ne change rien. Je peux simplement faire exact. Si j'ai cette approche et si je veux investir si massivement, euh, il y a le cadre budgétaire européen, bien sûr qu'il faut prendre en compte, mais sinon, en fait, il n'y a rien qui empêche un pays de faire exactement ça et que ça n'a rien à voir, en fait, si j'annule ou pas la dette tenue par la Banque centrale européenne, en fait. Oui, de façon nominelle, j'aurais un endettement qui est plus grand, comme c'est compté par Eurostat, mais ça n'aura pas un effet sur la soutenabilité de la dette que je porte, en fait. Et donc, moi, j'ai vraiment mal, en fait, de comprendre comment ça améliorer la situation. Et vraiment, je vois simplement plutôt de risques parce que si on dit, bah, on annule cette dette, oui, OK, elle est tenue par l'État eux-mêmes finalement parce que voilà, ils sont le propriétaire de banques centrales. Mais ça crée plutôt des craintes, je pense, que sur les marchés. Et ce n'est pas la question si on aime bien qu'il y ait un contrôle ou pas de l'endettement par les marchés financiers, mais c'est simplement dire dans le système actuel, en fait, je ne vois pas un avantage, je vois que de risques en fait qui s'augmentent parce que si on dit un moment on peut annuler une partie de notre endettement, même si c'est que la Banque centrale européenne, bah pourquoi pas dire dans une prochaine étape d'annuler ou de faire faillite sur un autre type de dette qui est peut-être tenue dans les marchés ou par des autres acteurs, en fait. Et j'ai vraiment mal, malheureusement, de comprendre, en fait, dans quel sens ça aiderait dans la situation actuelle pour améliorer l'option pour l'État de s'endetter ou pas, ou d'investir ou pas, en fait. Merci. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, mais on a encore quelques questions à traiter. Donc, si ça te va, je vais te les poser. Les Bien deux sûr. questions suivantes sont plutôt d'ordre plutôt politique qu'économique. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé dans une question précédente. Est-ce que les pays membres de l'Union européenne et la Commission pourraient arriver à un consensus rapide pour réformer les règles budgétaires? Le débat est toujours délicat, mais le temps semble pressé. Et la deuxième question, qui a plutôt, là, on s'éloigne un petit peu du sujet de l'endettement, mais qui a plutôt à voir avec les dépenses. Quel est le risque que les États, y compris les États-Unis, ne soient pas capables de dépenser intelligemment tout l'argent qui est alloué à la reprise post-Covid? Mm. C'est une très bonne question. Euh, Si on veut parler d'un consensus potentiel sur une réforme du cadre budget européen, je pense qu'il y a un fort potentiel. Il y a beaucoup d'États membres qui ne sont pas contents avec le fonctionnement des règles et ils étaient déjà pas contents avant. Et donc maintenant, cet aspect que la crise et l'augmentation des dettes publiques nécessaires rendent encore moins crédibles ces règles, en fait. Et il y a aussi donc il y a un consensus très large dans tous les États membres qu'on n'est pas très content avec le fonctionnement ou dysfonctionnement de systèmes actuels. La Commission n'est pas non plus très content. Ils avaient beaucoup à jouer avec les règles pour le rendre en fait pas si problématique, pour pas trop empêcher une reprise après la crise, la dernière crise. Et je pense qu'il y a aussi un consensus que voilà, c'est très difficile à gérer. Le déficit structurel est très, très complexe et c'est quelque chose d'hypothétique. Et donc, je pense qu'il y a un consensus qu'on a un problème et donc qu'il faut aller vers une réforme. Donc, je pense qu'il y a un fort potentiel, très forte. La crise ajoute un autre niveau. Moi, j'ai déjà cru avant la crise qu'on va avoir une réforme
Mais maintenant, je suis quasiment sûr que les règles budgétaires après cette crise vont être différentes qu'ils sont maintenant. La question est, ça va être quoi le profondeur de cette réforme? J'ai déjà discuté les deux options qui sont un peu sur la table. Je pense que les plus politiquement faisables aussi pour des pays comme l'Allemagne, où en fait le concept des règles est quand même quelque chose quand même très apprécié et vu comme quelque chose de nécessaire pour bien gérer euh, les finances publiques et aussi les attentes des acteurs privés. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que politiquement, on va aller plutôt vers ces règles de dépenses. Je pense que c'est tout à fait possible de trouver un consensus jusqu'en fin 2022. Je pense que c'est possible. On va attendre les élections en Allemagne. On va voir quel type de coalition on va sortir. Et on a bien vu quand même que le gouvernement français, je pense qu'il a quand même mis cette réforme de règles budgétaires très haut dans son agenda pour la présidence du Conseil de l'Union européenne au début de l'année 2022. Je pense qu'il y a des fortes options, fortes possibilités qu'on va avoir une réforme. Voilà, la question est la profondeur de réforme et si cette réforme ne va pas être une réforme technique qui ne change pas grand-chose sur les objectifs aussi de ces règles, parce qu'il faut vraiment réfléchir à ça. On est dans une situation macroéconomique différente, dans un contexte de changement climatique différent, dans un niveau d'endettement public différent, et je pense qu'il faut prendre tout ça en compte pour développer un cadre budgétaire qui fonctionne très bien dans ces conditions aussi après. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui vont probablement encore rendre ce cadre finalement encore plus complexe qu'il est prévu maintenant. Mais si on passe déjà du cadre actuel à un nouveau cadre, tout serait mieux parce que c'est tellement complexe on peut quasiment choisir le type de règles qu'on aimerait bien appliquer et les autres ignorer selon la situation dans laquelle on est. La question sur les dépenses, donc voilà, on voit de projets d'investissement quand même assez importants, une politique budgétaire quand même très forte. Et c'est vrai qu'il y a un vrai risque qu'on n'arrive pas de bien dépenser cet argent. Je pense que c'est quelque chose très, très important pour assurer que après cet endettement est aussi utile si on arrive de bien identifier les opportunités d'investissement et si on a aussi les institutions et les organisations en place pour bien mettre ça en œuvre. Je pense que si on veut augmenter l'investissement public, et moi je trouve quelque chose assez évident et important, il faut aussi rapidement, très rapidement, augmenter les capacités aussi des administrations publiques de mener des projets d'investissement. Il y a beaucoup de capacités qui étaient perdues pendant les dernières décennies. Et donc, c'est quelque chose à refaire, mais aussi de refaire ça rapidement, à mon avis. Et plus largement, en fait, il faut augmenter les capacités de planification pour avoir des projets prêts aussi à une situation donnée dans laquelle on peut investir après. Et donc, pour bien dépenser, je pense qu'il y a un enjeu majeur. Et pour le plan de l'urgence européen aussi, l'enjeu majeur, si on est capable de bien dépenser cet argent, et aussi avoir la capacité de bien le faire. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire en termes de augmenter la capacité de capital humaine pour mener ces projets, avoir aussi un type de projet prêt, en fait, dans chaque situation. Après, on peut aussi, dans les récessions, beaucoup plus rapidement mettre des investissements en place parce que c'était toujours une critique de certains économistes que l'État n'est pas très fort pour des mesures anticycliques parce qu'il prend toujours beaucoup trop longtemps et après des investissements arrivent que quand on est déjà dans une relance très loin dans la relance en fait. Et donc c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment travailler. Le plus tôt, le plus rapide, le mieux. Merci. Alors, ta réponse donne en partie suite à la dernière question qu'on posera aujourd'hui. On observait déjà avant la crise du Covid un déficit d'investissement public local et régional par rapport à d'autres régions du monde, alors que les villes et régions pourraient être les moteurs de la croissance durable et des transitions vertes et digitales. Comment booster les investissements publics des collectivités dans ce contexte? Je pense que quelque chose qui est très important, donc déjà avec les cadres budgétaires existants dans beaucoup de pays, il est aussi mené à quasiment qu'il y a une demande d'un budget équilibré pour les budgets de régions et de municipalités. Je pense que spécialement maintenant où on voit encore on voit des déficits pour les régions et pour les municipalités,
que l'État central doit simplement aider, qu'il garde l'espace ouvert que en fait, les régions et les municipalités peuvent investir en fait. Et c'est clair parce que si on veut bien identifier des projets d'investissement, c'est souvent les unités plus bas, plus proches au terrain qui voient mieux sur les bonnes options pour investir en fait, qui peut bien identifier ça. Et donc, il faut donner la place budgétaire pour les acteurs subnationaux pour mener ça. Et donc, je pense qu'aussi dans la réforme des règles budgétaires, il faut prendre ça en compte, en fait. Parce que si c'est que l'État central qui peut s'endetter, et donc qui peut jouer son rôle anticyclique dans l'économie, mais il faudrait quand même, pour les acteurs subnationaux qui sont très importants pour l'investissement, leur donner la place budgétaire, la marge de manœuvre pour le faire. Je pense que c'est quelque chose de très, très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andreas, pour ta présentation et ces réponses très complètes à toutes vos questions. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette Euroquestion. L'enregistrement sera disponible sur YouTube et sur le site de l'Institut Jacques Delors. Et à noter que donc, les informations d'inscription pour le prochain Euroquestion qui aura lieu le 24 mars avec Cyril Bray, notre chercheur associé sur les relations entre l'Union européenne et la Russie, seront bientôt disponibles et vous seront envoyés par mail. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle après-midi et à bientôt, on espère. Au revoir. Merci, à bientôt.